Merci à vous tous. Yacine, tu as remarqué que le prix a été construit sur ton profil parce que la tech qui change la donne, c'était vraiment pour toi. Que produire autrement, c'est pour toi. Et maintenant, à faire les matériaux dans tous leurs états, c'est vraiment spécialement pour toi. Wow. Avec Wijan Kakami de Struc Media, Tatana Orlovic de Vertil, sur vos applaudissements encore une fois, Roxane Iwaro pour Herbeco, Gauthier Huet pour Archimeuble, Tiffaine Morillon pour Simplan, Eloane Potonnier pour Isoloco. Vous êtes un peu plus cette fois-ci, là, c'est cool, je me sentais un peu seul. Écoutez, vous connaissez les règles, on va faire, mais cette fois-ci on va changer, on innove, on va faire plutôt dans cet ordre-là. Donc tu commences, ça te va? Bonjour. Moi aujourd'hui je vais vous parler des chiffres. Aujourd'hui la France fait face à une immense dette grise. Nos infrastructures, nos bâtiments et nos patrimoines vieillissent. 1 sur 4 pans menace de s'écrouler. Et pour chaque euro qu'on ne dépense pas maintenant pour les maintenir, on va dépenser 9 fois plus cher pour les réparer. C'est pour ça qu'on a créé Struc Medica, qui vous propose un service d'inspection automatisé et non invasif. Grâce à un stéthoscope pour le béton qu'on a développé et qu'on a breveté, on vient mesurer en surface la durabilité, la performance et les émissions CO2 de vos structures. Et avec un logiciel IA prédictive, on est capable de générer en un seul clic un rapport sur l'état actuel de la structure, des prévisions d'évolution et des suggestions d'actions pour réparer. Grâce à Struc Medica, vos semaines d'inspection vont se transformer en 30 minutes, sans forage, sans perturber la circulation, sans avoir une centaine d'intervenants et surtout avec plus de fiabilité et plus de sécurité. Merci. Super, merci, c'était Struc Medica, excuse-moi, et Wijan, merci, à toi. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Gauthier, j'ai 26 ans, je suis ingénieur et j'adore travailler le bois. Et en fait, durant mes études, je me suis aperçu, à force de travailler avec d'autres collègues menuisiers, parce que je travaillais dans un atelier partagé, qui jetait énormément de chutes à la poubelle. Et quand c'est jeté, c'est broyé pour être transformé en panneaux agglomérés. Et ces panneaux, en fait, on en a tous chez nous. Et c'est fragile, c'est produit en masse, et c'est aussi difficilement recyclable. Petit point négatif, ça nous intoxique à petit feu parce qu'il y a des composants volatiles comme le formaldéhyde qui sont présents. Et en fait, avec une bande de copains, on s'est dit qu'on allait changer les choses et qu'on allait créer un nouveau matériau qui est juste là. Et en fait, on recycle toutes des chutes de bois massif pour créer ça. Et moi, j'y crois. Donc, let's go. Let's go, j'adore. Février 2022, avec mes deux associés, on a rencontré une personne qui travaille chez un constructeur de ciel de toit de voiture. C'est la partie que vous avez au-dessus de votre tête dans une voiture. Il nous a partagé leurs problèmes sur la revalorisation de leur chute de production, qui représente entre 3 et 5 tonnes par jour. Ce qui est intéressant dans le ciel de toit, c'est sa composition en polyuréthane. Le polyuréthane, c'est une matière plastique qui est connue et reconnue pour ses propriétés thermiques. Et donc nous, l'objectif, c'était de pouvoir trouver une solution pour récupérer ce déchet, le transformer et en faire de l'isolant pour le bâtiment. On s'est rapidement rendu compte que le polyuréthane s'était utilisé dans énormément d'applications différentes, dans les matelas, dans les sièges, etc., etc. Et donc, de manière générale, chez Isoloco, on développe une solution pour récupérer le polyuréthane et lui offrir une seconde vie en tant qu'isolant pour le bâtiment, avec notre plus gros objectif qui est à venir pour septembre 2026, à savoir la création de notre propre usine de fabrication. Génial, quel teasing parfait, merci. Bonjour à tous, Tiffaine Morillon, jeune ingénieure dans le domaine de l'horticulture. J'ai créé le projet Simplante en 2022 durant mes études avec la volonté de réduire les déchets plastiques de la filière horticole et de faciliter sa transition écologique. Et donc pour cela, je me suis dit, il faudrait trouver des accessoires pour les professionnels mais aussi pour les particuliers qui n'aient pas de plastique, qui soient tout aussi résistants que le plastique et surtout à un prix abordable. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui Simplante est une société en phase de commercialisation pour 2 produits, donc des piquets de semis et des clips pour les tuteurs des plantes, avec l'objectif de proposer plein d'autres produits dans le milieu horticole,
des tuteurs, des bâches, des pots, mais aussi de sortir du milieu de l'agriculture et d'aller vers l'agroalimentaire et l'industrie. Bonjour à tous, je m'appelle Roxane et j'ai fondé en 2022 l'entreprise qui s'appelle Herbeco. Herbeco est née parce que je suis partie d'un constat lors de mes études de design, c'est qu'on manque cruellement de matériaux éco-conçus, même si de plus en plus sont créés. Il faut savoir que l'ensemble des équipements d'un foyer français, ça mobilise 45 tonnes de matières premières, en moyenne. En parallèle, chaque année, on produit plus de 61 millions de tonnes de déchets verts, c'est-à-dire des feuilles, de la pelouse, du bois, etc., etc. On a pris cette problématique et on en a fait une opportunité. Donc aujourd'hui, on transforme des tontes de pelouse en objets du quotidien, en objets de décoration et en mobilier. On a développé un matériau qu'on produit en local et avec plus de low-tech que d'industrie. Et justement, notre but, c'est pas de devenir des gros industriels, mais de rester en régional. Intéressant. C'est vrai qu'il y a souvent cette dualité entre low-tech et high-tech. Donc intéressant de le soulever. Merci. Eh ben, c'est parfait parce que là, il y avait le bâtiment, là, il y avait le végétal, et moi, c'est le végétal et le bâtiment en même temps. Je m'appelle Tatiana, je suis ingénieure en sciences de l'environnement et robotique. Ça n'a pas grand-chose à voir, je vais vous expliquer. J'ai créé Vertil. Vertil, c'est quoi? C'est fertiliser le vertical. Et en gros, l'idée, c'est de dire, on a énormément de bâtiments qui sont juste des façades pas très belles. Et on a un énorme problème aujourd'hui qui sont les îlots de chaleur, qui créent notamment le fait qu'il y a des milliers de personnes qui en meurent chaque année, que Paris, c'est impossible de prendre le métro l'été. Ça se lie avec un autre problème pour moi qui sont l'isolation sociale. Ça a été évoqué plus tôt. Aujourd'hui, c'est devenu un problème de santé publique, l'isolement social, notamment en France et dans les pays occidentaux. Et pour lier les deux, on fait des murs végétaux qui bougent. Et en fait, ce qui bouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je construis une structure mécanique qui permet aux plantes de se balader le long de la façade, dans un circuit comme ça. Et donc, voilà, ça permet de faire des jardins suspendus sur les façades de nos villes. Hâte que tu nous montres tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Très beau pitch à tous. Et effectivement, toutes les thématiques me parlent énormément, notamment celle-ci aussi, forcément produire autrement. Il y a beaucoup de mots que j'ai entendus, éco-conçus, etc. La première question que je voulais vous poser, moi, c'était quand on est jeune, comme vous, comme moi, comme tout le monde, du coup, la plupart de moins, est-ce qu'on entend souvent, enfin en tout cas moi je me disais souvent non, je suis pas assez expert, etc. Comment vous faites pour contrecarrer un peu cet argument que soit on entend, soit que vous vous dites à vous-même à titre perso? Moi, je prends la parole vu que j'ai le micro. Moi, je me considère toujours pas du tout comme assez experte sur plein de choses. Et je pense que ce soit sur la question d'expertise ou sur tout le reste, mon moteur, c'est toujours de me dire, en fait, de toute façon, si c'est pas toi, il y a forcément un homme blanc qui va pas se poser la question et qui va juste dire un truc débile. Donc, au pire, ça peut pas être pire que ça. Donc, en vrai, il y a pas beaucoup. Enfin, en gros, pour redire mieux, j'essaie de pas me freiner surtout. Et au fur et à mesure, en avançant, on se rend compte que c'est juste en avançant qu'on apprend et que de toute façon, personne n'est forcément expert, donc c'est pas grave. Totalement d'accord avec toi. Je te rejoins complètement. Je pense que je me considérerai jamais comme experte. Je viens du milieu du design, donc on a tendance à dire qu'on est expert de rien du tout et qu'il faut juste aller voir les personnes qui ont les connaissances. Et voilà, une fois qu'on se considère expert, je pense qu'on arrête d'apprendre. Donc autant partir du principe qu'on ne sait pas tout. Et s'entourer aussi, c'est important ce que tu viens de dire, bravo. Oui, exactement. S'entourer, c'est très très important quand on commence l'entrepreneuriat et souvent quand on est une femme, on se demande de la légitimité d'entreprendre, de créer une entreprise et on sait que quand on sort d'études, on n'a pas forcément d'expérience, donc ça a été un petit peu compliqué, mais finalement on s'entoure avec les personnes qui nous correspondent, avec les organismes qui nous correspondent et on peut avancer petit à petit, prendre confiance et finalement on fait notre vie, on aura toujours des avis négatifs, on aura toujours des critiques et quel que soit l'âge, je pense que ça peut arriver à 20 ans, mais aussi à 50 ou 60 ans. Donc on est entrepreneur et il faut continuer, tout simplement. Pour moi, il y a deux manières de pouvoir s'entourer. Il y a la première qui est plutôt externe, via les organismes d'accompagnement comme Pépite, alors que ce soit côté étudiant ou non.
Et il y en a une interne aussi qu'on n'a pas forcément citée, c'est plutôt vis-à-vis des associés, des salariés, des stagiaires, des alternants qu'on peut avoir autour de nous. Et ça, c'est ce qui va permettre de compléter, nous, ce qui nous manque, c'est-à-dire beaucoup, et de pouvoir ficeler le projet de A à Z en prenant en compte toutes les étapes et tous les domaines qu'englobe une entreprise. Du coup, en fait, moi je vous ai pas dit tout à l'heure à quoi il servait le matériau, mais c'est pour faire des meubles. J'ai pas osé te poser la question. Quand je suis sorti d'études, du coup, je suis sorti avec l'étiquette d'ingénieur et souvent on me disait du coup, tu es ingénieur, tu sais tout faire. Non. Et du coup, je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis dans un atelier partagé avec des menuisiers qui font ça depuis 10, 15, 20 ans. Et du coup, c'est pas tous les jours, mais quasi, que je vais les voir, que je leur pose des questions. Et maintenant, je travaille avec eux parce que ce matériau, c'est bien beau, mais il faut le vendre, il faut trouver des applications. Et les meubles, faut les poser chez les clients. Et donc, du coup, on travaille avec eux pour développer tout ça et on s'entoure, comme on s'est dit, un peu tout le monde. Voilà. Pour faire la synthèse, je rejoins ce que mes collègues ont dit et surtout Elouane, une entreprise, ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe. Donc quand on parle d'expérience et d'expertise, ça se complète. Il faut la chercher, il faut chercher des profils complémentaires. Il faut savoir qu'est-ce qu'il nous faut et savoir le demander. Et tout ça prend avec du terrain et de l'observation. Donc voilà. Ouais, effectivement, on sait tous. Allez. Effectivement, on a tous à peu près entendu les mêmes mots et oui, j'insiste. Moi, j'avais dit une fois pour le dire il avait un peu mal pris d'ailleurs le DG de mon école d'ingénieur AgroParisTech. J'avais dit on est ingénieur de tout, ingénieur de rien. Et je pense que du coup, maintenant, je pourrais dire on est entrepreneur de tout, entrepreneur de rien. Mais c'est vrai qu'en fait, au final, c'est ça, c'est savoir s'épauler et c'est important. La question que je voulais vous poser d'après, du coup, c'était dans vos secteurs, dans nos secteurs, on entend souvent ça marchera jamais à grande échelle et donc du coup. Sauf que le problème, c'est qu'il faut le faire. Enfin, il faut le tenter pour le faire. Donc, comment vous avez essayé de contrecarrer un peu ces arguments? Est-ce que vous avez pensé, voilà. Peut-être pour commencer, ça ne marchera jamais à grande échelle, je ne pense pas, parce que dans le BTP, si ça ne marche pas à grande échelle, ça ne marche pas. Donc, il faut commencer par les grands. Et dans notre cas, avec Struc Medica, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à chercher des partenaires. On est allé voir des grandes entreprises comme Bouygues, Vinci, Holcim, Lafarge pour construire des partenariats. Et là, on a commencé aussi à faire appel à des acteurs publics pour faire passer des certifications, pour démocratiser et changer la pratique en termes d'inspection des structures. Donc, pour que ça marche à grande échelle, il faut passer par des normes, il faut passer par le secteur public et par les grandes entreprises. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt par rapport à mon projet, mais je pense que c'est plutôt différent par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir? Ça marchera pas à grande échelle, tu sais pas, t'as pas testé, donc faut savoir aussi, comme on disait avec la petite BD qu'on nous a donnée Rebondir, moi j'avais comme objectif de lancer une usine de ces plaques. En fait c'est peut-être un peu trop tôt et du coup en fait j'ai décidé d'avoir plus une activité de fabrication de meubles sur mesure. On intègre ce matériau et d'autres dedans et du coup ça fait que là en seulement 3 mois on n'est pas sur de la grande échelle mais on avance au rythme. On a pu faire 60 000 € de chiffre d'affaires donc on commence bien et on vient de signer là il y a juste avant d'arriver Eurostar, donc on va pouvoir faire une belle bande d'accueil. Si jamais à L'Oréal vous avez besoin de meubles, n'hésitez pas. Je me déplace jusqu'à Paris. Voilà. Vas-y hein. Merci. Moi, j'ai jamais forcément eu cet argument de ça fonctionnera pas à grande échelle. Surtout que c'est vrai que dans le monde du bâtiment, il y a quand même pas mal de normes, il y a pas mal de certifications à obtenir. Nous, dans le monde de l'isolation, on n'y échappe pas. Et ce qui veut dire que si on veut pouvoir démarrer avec un produit, il faut déjà avoir les choses en grand, avoir toutes les certifications qu'il faut. Donc si c'est pour au final ne vendre que quelques kilos d'isolant derrière, c'est pas forcément très utile. Donc il faut voir relativement grand dès le départ et on verra. En général, ce qui fonctionne, c'est de créer une première usine pilote et en fonction de ça, l'évolution, l'attraction du marché, on peut soit la faire grossir ou pouvoir créer d'autres entreprises derrière, d'autres usines. Trop cool, merci.
Donc effectivement, c'est arrivé assez vite cette problématique puisque j'ai commencé dans ma cuisine avec des boîtes d'œufs pour créer mes petites étiquettes. Ouais. Et assez rapidement, je me suis entourée de professionnels qui ont su industrialiser la solution. Donc aujourd'hui, en fait, on fait des quantités 30 000 par 30 000 pour en faire des boîtes de 10. Donc ça, c'est bon. Maintenant, pour que ça marche à grande échelle, il faut aller voir les gros. Et là, c'est aussi une nouvelle problématique de comment on arrive à les avoir, en fait. Comment on arrive à aller voir Jardiland, Botanique, les grands magasins de bricolage. Donc là, c'est tout le travail actuel, c'est de la prospection, prospection épistolaire même, par lettre, pour un peu attirer leur regard et leur curiosité. Donc voilà, on continue d'innover pour que ça marche en France, mais pourquoi pas à l'étranger aussi. Trop cool. Moi non plus, j'ai jamais eu cette remarque ou cette question. Après, très sincèrement, quand on voit les choses du point de vue de l'éco-conception, de toute façon, la grande échelle, comme on le voit aujourd'hui avec les modèles économiques actuels, c'est pas forcément le but. Donc, à grande échelle, certainement pas comme Ikea, mais puisque c'est pas l'objectif, finalement, pourquoi pas changer de modèle et de façon de faire. Ouais, je rejoins tout à fait ce que tu dis. La question de la grande échelle, c'est quoi grande échelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, je suis à un stade où c'est quand même encore du prototype, c'est du bâtiment, il y a des mécanismes dedans. Enfin, je veux dire, la question de la grande échelle, je me la pose déjà même pas. Déjà, le jour où ça fonctionnera, je serai content. Mais je pense que ce qui est surtout hyper bien, comme tu le dis, c'est aussi de déconstruire un peu cette idée d'échelle. Commençons petit, comme tout le monde l'a dit. Déjà, si j'arrive à avoir une première activité avec une première quantité, ce sera déjà ça. Et ensuite, on construit petit à petit. Et ce qui est important, c'est l'itération, c'est d'apprendre au fur et à mesure. Et on verra où on va, quoi. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais eu ce problème de me justifier sur le fait que, en fait, c'est l'échelle où c'est pour l'instant. Et c'est tout, quoi. Okay, très clair. Effectivement, moi, c'est une question qu'on m'a posée, moi, parce que directement, avec le biais peut-être ingénierie ou autre, on m'a dit tu vas construire une usine, mais tu es au courant que ça met 3 ans, qu'en fait, il faut avoir une expertise, etc. Et j'ai honnêtement mis, je pense, 5 ans. Dans 4 ans, ça fait 2 ans qu'on sous-traite. Et en fait, la sous-traitance, tout simplement, j'ai jamais pensé, donc, parce que j'avais un actif breveté, etc. Je m'étais dit, non, il faut forcément que j'ai une usine. Et en fait, non, tu peux juste te tourner vers des sous-traitants. Il y a des gens dont c'est le métier. Tu acceptes au début de perdre des points de marge et ensuite, après, demain, par contre, ouvrir l'usine. Mais bravo à tous d'avoir cette sagesse déjà. Merci à tous. Merci beaucoup.